Bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official. En ce samedi 27 septembre 2025, vous êtes au micro de Senham. Bienvenue. À la une, partenariat entre la MONUSCO et la coalition des FARDC, y compris les FDLR, selon le ministre Olivier Nduhungirehe. Le ministre des Affaires étrangères et la coopération, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a déclaré que les gens devraient se rappeler la véritable signification du mot génocide plutôt que de l'invoquer à la légère. Il a souligné que ces massacres visent à exterminer un groupe particulier, génocide entre parenthèses, ne devrait pas être banalisé. Le ministre Nduhungirehe s'exprimait lors d'un entretien avec Venuste Nshimiyimana dans l'émission appelée Agasaro Kaburaga. Il a mis en garde le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui s'est permis d'accuser d'autres d'être en train de commettre un génocide dans son pays, tout en ignorant les massacres perpétrés par les groupes armés tels que les FDLR et les Wazalendo soutenus par le gouvernement congolais et visant les Tutsis vivant dans ce pays. Lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU, le 24 septembre 2025, le président Tshisekedi a déclaré aux participants qu'il devait reconnaître qu'un génocide était en cours dans son pays. Tshisekedi n'a pas précisé le groupe ou la communauté victime de ce génocide, mais il a affirmé que ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo n'était pas une guerre ordinaire, mais bien un génocide mené en silence. Le ministre Nduhungirehe a immédiatement rejeté le propos de Tshisekedi devant l'Assemblée générale de l'ONU, en s'appuyant sur des preuves tangibles montrant que les Congolais détenus Tutsis continuent d'être tués, ce qui relève bien du génocide. Le journaliste Venuste Nshimiyimana a demandé au ministre Nduhungirehe si il ne s'agissait pas simplement d'un échange d'accusations entre lui et Tshisekedi. Celui-ci a répondu que le génocide n'était pas un jeu. Il a déclaré « Le génocide n'est pas un jeu. Le génocide est un crime défini par les conventions internationales caractérisé par le fait de cibler un groupe dans le but de l'exterminer. » Le ministre Nduhungirehe a expliqué qu'il ne comprenait pas comment Tshisekedi pouvait se présenter devant l'Assemblée générale de l'ONU pour prononcer le mot génocide à la légère alors qu'il en connaît parfaitement la signification. Il est revenu sur de nombreux éléments de preuve montrant que le gouvernement de la République démocratique du Congo collabore avec les FDLR, auteurs du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, allant jusqu'à les intégrer dans son armée nationale, à leur fournir aide et équipement, tout en sachant pertinemment qu'il s'agissait de génocidaires. Il a ajouté qui là-bas dans l'est de la République démocratique du Congo collabore avec un mouvement qui a commis le génocide au Rwanda, qui a fourni des armes au groupe Wazalendo, dont les discours de haine ciblent les Congolais Tutsis, sinon Tshisekedi lui-même. Le ministre Nduhungirehe a également rappelé les événements d'octobre 2023, lorsque des groupes armés parmi lesquels Nyatura, Maïmaï et FDLR ont incendié près de 300 maisons dans le village de Nturo, situé dans le territoire de Massissi, appartenant à des Congolais Tutsis, lesquels ont été complètement réduites en cendres. Le ministre Nduhungirehe a déclaré
Tout cela constitue des actes caractéristiques d'un génocide que Tshisekedi, en toute connaissance de cause, se présente là-bas en accusant les victimes d'être des bourreaux, relève d'un égocentrisme qui ne mérite aucune considération. Quel autre groupe dans l'est du Congo est visé dans une volonté d'extermination sinon les Congolais Tutsis, et cela de la part de ceux même à qui le gouvernement congolais a fourni des armes. À l'Assemblée générale de l'ONU, Nduhungirehe a encore rappelé que depuis 1999, dans l'est de la République démocratique du Congo, des forces onusiennes avaient été déployées dans le cadre d'une mission de maintien de la paix appelée MONUSCO, censée contribuer à résoudre les problèmes de sécurité, notamment à éradiquer définitivement le mouvement terroriste FDLR, mais qu'elles n'ont jamais atteint cet objectif. À ce moment-là, il a déclaré « Il est urgent de réexaminer sérieusement les véritables mandats de la MONUSCO ». Le ministre a souligné qu'il fallait modifier les missions de ces forces qui, paradoxalement, continuent de jouer un rôle dans les violences commises contre ceux qu'elle était censée protéger. Interrogé par le journaliste sur la manière d'y parvenir, Nduhungirehe a répondu que cela relevait des responsabilités du Conseil de sécurité des Nations Unies et de son secrétariat, tout en rappelant que ces forces avaient été créées pour combattre les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, lesquels se sont pourtant multipliés depuis. Il a déclaré, depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, il y a eu au moins 20 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demandaient à la MONUSCO d'éradiquer le mouvement FDLR. Mais ce qui s'est passé, c'est que les FDLR ont même été intégrés dans les forces armées de la République démocratique du Congo, comme l'ont confirmé les rapports des Nations Unies. Le ministre Nduhungirehe a affirmé que la MONUSCO s'est obstinée à collaborer avec la coalition de forces armées de la République démocratique du Congo, incluant pourtant le groupe FDLR, lequel est sous sanction de l'ONU et connu pour ses crimes. Il a ajouté: il est surprenant de voir les forces onusiennes s'associer à une coalition militaire comprenant un mouvement génocidaire placé sous sanction par l'ONU. C'est pourquoi nous avons dit que leur mandat devait être revu, car il est évident que les fonds investis par les Nations Unies dans la MONUSCO n'ont pas permis de ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. À plusieurs reprises, la FDLR a tenté de lancer des attaques contre le Rwanda. Beaucoup se souviennent des attaques de Kinigi, de Rubavu et d'autres incursions fréquentes menées contre le Rwanda. Ces tentatives ont été encouragées par Tshisekedi, qui a souvent déclaré qu'il attaquerait le Rwanda pour en renverser les dirigeants. Nombreux sont ceux qui se rappellent que cela a été l'un de ses principaux slogans lorsqu'il faisait campagne pour un second mandat. Interrogé sur la possibilité que le Rwanda soit menacé par une attaque de la FDLR, le ministre Nduhungirehe a souligné que, au-delà des inquiétudes, même le nom de ce mouvement en dit long. Il a déclaré: et en plus, ils ont reçu des armes. Tshisekedi lui-même l'a reconnu. Il n'a jamais caché à la communauté internationale qu'il pouvait bombarder Kigali à tout moment, qu'il pouvait renverser le gouvernement rwandais quand il le voulait. C'est précisément pour cette raison qu'il a intégré les FDLR dans son armée, non pas par affection, mais dans le cadre de ce plan.
Interrogé sur le moment où le Rwanda leverait ses mesures défensives, le ministre Nduhungirehe a répondu qu'elles ne seraient pas levées tant que la raison qui avait motivé leur mise en place n'aura pas été supprimée. Le 24 septembre 2025, les États-Unis ont publié un communiqué conjoint avec la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Togo et le Qatar et l'Union africaine. Ce communiqué indiquait que le mécanisme conjoint chargé de vérifier la mise en œuvre des accords de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, entre parenthèses JSCM, avait confirmé que les actions visant à soutenir l'application de ces accords commencerait le 1er octobre 2025. Pour appuyer cette déclaration, le ministre Nduhungirehe a affirmé la FDLR, qui cherche à continuer de menacer la sécurité du Rwanda, doit être éradiquée comme l'a stipulé le communiqué conjoint que nous avons signé à Washington. Ce n'est que lorsque la FDLR aura été éliminée que le Rwanda lèvera ses mesures défensives. Sinon, elles resteront en place quoi qu'il arrive. Il a ajouté que le Rwanda souhaite que les accords de Washington soient pleinement mis en œuvre afin que les deux pays renforcent leur coopération économique, mettent en place des investissements conjoints dans la valorisation des minerais de l'Est de la République du Congo et du Rwanda et collaborent dans d'autres projets tels que la protection du parc de volcans, la production d'électricité, entre autres. L'AFC a clôturé ce samedi 27 septembre 2025 la session de renforcement des capacités des cadres et agents du Congo libérés. La coordination de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a clôturé ce samedi 27 septembre 2025 la session de renforcement des capacités des cadres et agents du Congo libéré. À cette occasion, le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a annoncé ce qui suit. L'État n'existe plus à Kinshasa, il n'y a plus de président à Kinshasa, toutes les institutions sont devenues obsolètes. La marche vers la libération totale est irréversible. Les agents et cadres du Congo libéré, formés par l'AFC M23 qui vont se compromettre comme ceux de Kinshasa, seront sévèrement sanctionnés. En cette occasion, Corneille Nangaa affirme que la FCM 23 n'est pas un simple mouvement politico-militaire, mais un projet de refondation nationale. Selon lui, leur combat vise à rétablir la dignité du peuple congolais, libérer le pays d'un système criminel et corrompu et instaurer un état de droit juste, prospère et basé sur le vivre ensemble. S'exprimant devant les cadres politiques et administratifs du mouvement, le coordinateur de l'AFCM 23 a présenté ce mouvement comme une académie politique, un cadre de formation et de professionnalisation destiné à préparer les bâtisseurs du Congo d'aujourd'hui et de demain. Visite à l'hôpital général de Goma par une délégation de l'AFC conduite par le coordonnateur politique Corneille Nangaa. Ce vendredi 26 septembre 2025, une délégation de l'AFC M23 conduite par le coordonnateur politique Corneille Nangaa et son adjoint Bertrand Bissimois a effectué une visite à l'hôpital général de Goma. Cette visite visait principalement à encourager l'ensemble du personnel médical pour son dévouement exceptionnel. Elle s'inscrit dans une démarche plus large d'amélioration des conditions de vie des populations et placer l'humain au cœur de toute action avec pour objectif de rendre aux citoyens la dignité qu'ils méritent.
Les coordonnateurs et son adjoint ont exprimé leur profond respect pour le professionnalisme et l'engagement sans faille de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent chaque jour au service de la population. Attaques aériennes et bombardements aveugles en Zibira. Les nouvelles qui circulent ce matin dans le sud Kivu indiquent qu'à 10h10 de ce samedi 27 septembre 2025, un avion de combat de type CH4 dit provenir de l'autre côté donc du Burundi a mené une attaque dans la cité de Nzibira située dans le territoire de Walungu au sud Kivu. Il n'y a pas de dégâts matériels ni de dégâts humains. Bilan des affrontements des FARDC au Wazalendo du date du 26 septembre 2025, hier donc. 3 personnes ont trouvé la mort, dont un militaire FARDC et 2 civils, lors d'une altercation entre les FARDC et le groupe Wazalendo Lunyuki dans le territoire d'Uvira au sud Kivu. Selon plusieurs sources locales, la cause de ces affrontements reste inconnue. Toutefois, le camp du groupe Lunyuki a été incendié et d'importants dégâts ont été signalés à Uvira. Des accrochages ont opposé les FARDC aux éléments du groupe Wazalendo dit Lunyuki. Le camp de Lunyuki a été brûlé et 2 civils ont été tués, rapporte un habitant du milieu. De son côté, André Biadounia, acteur de la société civile du territoire d'Uvira, précise qu'un militaire a également été tué et qu'un membre du groupe Lunyuki a été blessé. Le bilan fait état de 2 civils tués par balles perdues, des militaires FARDC abattus par les éléments de Lunyuki et d'un blessé parmi les Wazalendo du groupe Lunyuki, a-t-il précisé. Écoutons un autre témoignage par audio. Bonjour les amis, quelles sont les nouvelles de ce matin? Concernant le coup de balle que vous avez entendu hier soir, il y a un enseignant qui a été touché par balle, qui est mort. Il allait enseigner. Washemasi wa kanisa jana toka mkanisa ile masasi yenyewe ilikuwa inapiga, kajifungania kwanza mnyumba moja. Baada ya kutoka sasa masasi, anaona kama masasi inaisha, kabidi anatoka nje, basoda FARDC bakafika na mpiga masasi. Ce mwalimu, cet enseignant, quand il quittait l'église, il s'est caché dans une maison au moment où retentissaient les coups de balle. À un moment donné, il a cru que c'était fini. Il est sorti pour continuer son chemin. Mais malheureusement, quand il est sorti, les militaires des FARDC ont tiré sur lui et il est mort. Mais avant qu'il ne soit tué, il s'était mis à genoux et il suppliait les militaires FARDC, leur disait qu'il n'était pas un Mzalendo. Ces militaires n'ont pas compris ce qu'il disait, ce qu'il leur disait. Ils ont fini par l'achever à coups de balles. Face à face comme ça, ils ont tiré sur lui à la poitrine et il est mort sur le champ. Ce ne sont pas des balles perdues, mais plutôt c'est une action qui a été délibérée par les FARDC. Ils ont fait ça sciemment, de façon délibérée.
nitabatumia picha yake pale. Je vais vous envoyer l'image, la photo du défunt. Voilà, chers auditeurs, c'est ça le témoignage concernant l'un des morts d'hier soir à Uvira, qui est un enseignant victime de la situation qui s'était produite entre les FRDC et les Wazalendo. Doha est, selon Massad Boulos, la dernière pièce de puzzle pour la paix en République démocratique du Congo. Le conseiller spécial américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a affirmé jeudi à New York l'importance de la médiation qatari dans le dialogue entre le gouvernement congolais et la FCM23 en saluant des récentes avancées à Doha, notamment un mécanisme d'échange de prisonniers. Concernant la République démocratique du Congo, oui, le président Kagame n'est pas là. À l'Assemblée générale de l'ONU, a déclaré Massad Boulos lors d'un briefing au Foreign Press Center. Nous n'avons pas prévu de rencontre spécifique avec lui. Il n'a pas pu venir cette année, mais nous avons bien sûr rencontré le président Tshisekedi. Nous allons aussi rencontrer le ministre des Affaires étrangères rwandais qui conduit la délégation de son pays. Je le vois demain, a-t-il ajouté. Selon lui, la médiation engagée à Doha reste extrêmement importante malgré les événements tragiques de septembre qui ont probablement retardé le processus de quelques semaines. Nous comptons vraiment sur nos partenaires qataris pour faire avancer ce processus très important, a-t-il insisté. Massad Boulos a rappelé que les États-Unis avaient facilité avec le Qatar la signature le 12 juillet dernier à Doha de la déclaration de principe entre Kinshasa et la FCM23. C'était une première étape réussie, un bon jalon qui a donné le ton aux négociations, a-t-il estimé, soulignant que dès qu'il y aura un second complet sur le dialogue interne entre la FCM23 et le gouvernement congolais, tout pourra passer en phase d'exécution. Il a confirmé l'existence d'un accord distinct conclu à Doha entre Kinshasa et la FCM23 sur la libération des détenus avec le Comité international de la Croix-Rouge CICR comme intermédiaire. Cet accord est entre la FCM23 et le gouvernement congolais, mais facilité par la CICR, a-t-il indiqué, évoquant sa rencontre à New York avec les chefs de l'organisation. Selon Doha, ces mécanismes de libération des détenus constituent une étape importante vers le renforcement des opportunités d'instaurer une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. La CICR sera chargée d'identifier, de vérifier et de faciliter la libération sécurisée des prisonniers détenus par les deux parties. Il y a donc de bonnes avancées et de bons progrès à Doha, a insisté Massad Boulos. Après la déclaration de principes et l'accord sur les prisonniers, nous allons travailler un certain nombre de mesures de confiance. Il a rappelé que les deux parties se sont engagées à traiter les causes profondes du conflit identifiées dans la déclaration de juillet. Parmi ces causes figurent des questions de gouvernance, de décentralisation et d'intégration ou réintégration de combattants de la FCM23 dans l'armée congolaise ou dans les structures locales,
Ce sont des questions complexes, certaines d'ordre constitutionnel. Elles prennent du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli, a-t-il précisé en soulignant le rôle énorme du Qatar dans cette médiation. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit sur le fait d'être un visage de l'espoir, a conclu Massad Boulos à l'adresse des Congolais présents. J'apprécie énormément cela et partout où je rencontre des Congolais, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, ils disent la même chose. Débandade des FARDC et alliés. Une histoire qui se répète, comme ce fut le cas à Bukavu le 12 et 13 février 2025, à Kamituga aussi, on aperçoit aussi des soldats de FARDC en débandade provenant de Mwenga Centre et de plusieurs autres endroits. Transportés à moto ou à pied, ils arrivent depuis hier, vendredi 26 septembre 2025, dans cette ville minière. D'autres soldats se sont précipités vers le fond du territoire de Mwenga ou peut-être vers Kasongo dans la province voisine. Panique générale à Kamituga après la chute d'Enzibira et l'avancée de l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise. Les FARDC, sans être au contact, commencent l'inévitable repli stratégique vers Mwenga Centre. Écoutez l'audio pour témoignage. Jambo, habari ya kule? Salut, comment vous allez là-bas? Huku shetu kodie? Ici, nous sommes bien portants. Kodie kabisa. Nous sommes bien. Informasi tu yenye tuko nayo kwa Kamituga ni kusema kama Seulement, nous avons l'information ici à Kamituga. bale ba maima ya malaika kwa toka kule Kindu. Les Maïmaï Malaika qui venaient de Kindu. Depuis la prise de Nzibira, ils ont commencé à rebrousser chemin, ils rentrent chez eux, ils retournent à Kindu. Alors njo hivi bote walisanza rutia biko na rutia kabisa, bote biko rutia. Arrivé dans le territoire de Mwenga, à la ligne de front, ils ont connu beaucoup de problèmes. Alors maintenant, ils ont commencé à rebrousser chemin. Ils sont en train de rentrer chez eux. Ceux qui étaient à Kasika ils commencent à venir et ils passent par Kamituga et ils rentrent chez eux à Kindu. Na malio ya Sarambwe balikuwa wakapita mapori ya Shavunda wakati. Ceux qui étaient à la ligne de front contre les lions de Sarambwe, donc la RC armée révolutionnaire, ils ont fui et ils se sont passés par les forêts de Shabunda pour atteindre Kamituga. Voilà, tout le monde commence à rentrer d'où ils sont venus. Voilà, c'est ça l'actualité qui règne ici. Toute la coalition a commencé à fuir. Mwainje ya kutoka Bukavu, viko toka Bukavu masiku viko probleme sana, mshida ndio viko.
Voilà, ceux qui fuient en provenance, donc en empruntant la route Bukavu-Kamituga, ils ont beaucoup de problèmes. Arrivés ici à Kamituga, ils prennent des motos, ils s'en vont chez eux à Kindu. Juu kukamatiwa mamoto batu wanashushiwa na wale bazalendo wanatola mamoto inabashusha kule nani Maniema, njo actualité. Oui, ils prennent des motos pour se diriger vers Maniema. Njo maki Kamituga, territoire ya Mwenga tuko paralysé kabisa. C'est pourquoi il y a une paralysie totale ici à Mwenga, dans la cité de Kamituga. Voilà, c'est ça le témoignage. Nous continuons avec notre bulletin d'information. Voilà, à cette fuite lors des FARDC de la coalition de l'armée de FARDC, la population n'y comprend rien. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nouria Mashariki Official, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci, vous étiez au micro de Sénam.